L'histoire se passe il y a longtemps. Ben, il y a longtemps, mais pas tant que ça. Dans le temps de la colonisation du Québec. Et puis dans ce temps-là, il y avait toutes sortes de créatures fantastiques qui couraient le monde, hein? Des feux follets, des loups-garous, des petits diables même. Il y avait aussi des lutins. Puis d'habitude, les diables et ces affaires-là, ben, on réussit à s'en débarrasser en allant en messe et en faisant ses pas comme du monde. Mais les lutins, il n'y a rien à faire. Quand t'en as un chez vous, ben t'es pogné avec. Sauf que les lutins, eux autres, ils étaient plus tannants que malfaisants. Fait qu'au lieu de faire peur au monde, ils aimaient mieux lui jouer des tours. Par exemple, souvent, ils se glissaient dans les écuries le soir, puis pendant la nuit, ils faisaient courir les chevaux toute la nuit. Puis quand les fermiers arrivaient à l'écurie le matin, ben, ils trouvaient le bête, tout trempe de sueur, la bouche pleine d'écume, presque mort de fatigue d'avoir couru comme ça. Et toujours est-il, c'est un brave cultivateur qui s'appelait Jean Mathurin sans façon. Lui, il avait son petit lopin de terre sur le bord du Richelieu. Puis là, ben, on se trouvait à être la veille de Noël. En début de soirée, il avait envoyé sa femme puis les quatre tout petits faire une petite sieste en haut en attendant que ce soit l'heure de la messe de minuit. Puis lui, en attendant, ben, il se faisait une petite bourrée dans le poêle à bois. Avec sa pipe à tabac puis son bon vieux chien qui s'appelait Finot. Puis tout en flattant son chien, il repensait à l'année qui venait de se passer. Hein? Une petite récolte de pas grand-chose, rapport à la grêle qu'il y avait eu pendant l'été. Des petits pois à moitié pourris que même un quêteux voudrait même pas. Puis les deux cochons qu'il avait envoyés à la boucherie, ça avait donné deux petits lards jaunes pis maigres que ça n'était une vraie pitié. Puis tout en flattant son chien, il se disait, pis en plus, même pas une goutte de Jamaïque pour recevoir les amis, du creton pour le réveillon. Puis as-tu vu le temps qu'il fait? Et mouillation, on est dans le bout, le soir de Noël, et même pas de belle neige blanche. Pis c'est pas tout. Ce lutin de malheur là qui arrête pas de me faire endever, encore ce matin, j'ai retrouvé mon cheval en l'air, couvert d'écume blanche. Et il y avait toute la crinière puis la queue emmêlée. Moi, je te le dis, ces lutins-là, c'est pire que tous les fifollets pis les loups-garous mis ensemble. Si je pouvais en tenir un, et j'y tordrais le cou, là. Surtout à celui qui arrête pas de partir avec en l'air. Il ressent tout d'un coup un fond froid sur son dos. La porte arrière s'est ouverte, et ça doit pas être quelque chose de ben normal parce que sinon il est parti se terrer dans un coin, la queue entre les jambes. C'est pas un couard, là, le Jean Mathurin, mais il ose pas trop se retourner. Là, il entend une petite voix, un petit son de flûte là, qui a l'air de sortir de dessous la terre. Bien le bonsoir et joyeux Noël à mon ami Jean Mathurin! Quand il se retourne, il voit juché sur un tabouret un petit bonhomme pas plus haut qu'une botte, qu'il regarde avec un regard de furet aiguisé, narquois et moqueur. La plus drôle des petites frimousses qu'on peut imaginer. Et savez-vous comment il est habillé? Un veston en velours vert avec des imprimés de fleurs de lys, un juste au corps vert rose lamé d'argent, un chemisier orange, des bas de soie blanc en satin et des petits escarpins vernis, rien que ça. Jean Mathurin en avait la mâchoire décrochée, puis les yeux vissés au pinceau des moustaches argentées qui faisaient au moins 2 fois le tour de la petite carboche du lutin. « Arrête de me regarder comme ça !» a dit le petit bout d'homme. « Tu voulais me voir, hein? Ben, me voilà! T'aimerais bien ça m'attraper, hein? Puis m'écrabouiller dans le creux de ta main, crac! Puis de lutin! Comme ça, tu te dis que ton cheval, le beau en l'air, il va enfin pouvoir dormir en paix dans la grange. » Il en revenait pas. C'était le lutin. Il aurait jamais pensé le voir en vrai. Puis surtout, il aurait jamais cru qu'il était tout endimanché de satin puis de velours comme ça. Jean Mathurin se l'était imaginé comme une petite bête noire, avec des griffes, puis des pieds fourchus, puis une barbe de bouc. Mais il était bien sûr que derrière l'artifice,
ce que cachait le diable en personne. Mais quand il s'est approché de lui, pour pouvoir l'écraser d'une main, pif! Le lutin était déjà disparu. Il restait juste son chien Finot. Qui se plaignait dans un coin. Tout d'un coup, il a entendu siffler. Tu parles d'une façon de recevoir la visite, toi. Moi qui t'en ton honneur pour la veille de Noël, ami pour venir te voir mon plus beau costard, mon habit des grands jours, pis t'es même pas content. Il était revenu, planté là, juste devant lui, le satin clinquant, l'œil moqueur, puis la langue farceuse. Mathurin, il était pétrifié. Il bougeait plus d'un poil. Il était cloué dans le plancher. Il suintait de peur jusqu'aux orteils. Coucou, Mathurin, tu me reconnais pas? Je suis le prince Rikiki, le prince de tous les lutins du Richelieu. En étant prince, je peux visiter du monde bien plus important que toi. Faut que tu saches que j'ai des pouvoirs magiques. Je peux devenir invisible et aller partout, dans les airs, sur terre, dans l'eau. Tout ça grâce à mon bâton magique. Avec ça, là, je peux te rendre invisible toi aussi. Mathurin regarde le lutin, son poing fermé sur rien. Il a l'air de se moquer de lui. Tu me crois pas, hein? Je vais te le prouver. Mais avant, il faut que tu me promettes de pas te choquer. Promis? OK. Ben, l'autre nuit, j'ai emprunté ton cheval en l'air et qui porte mal son nom. Il fend plus l'air pantoute, c'est une vieille picouille de cheval. Je voulais rejoindre mes chums de lutin, là. Puis les chevaux qu'ils avaient allaient bien plus vite que le tien. De quoi j'avais l'air, moi, le prince des lutins? Je suis arrivé le dernier sur ton escargot de cheval. Jean Mathurin, il se met à rire. Le lutin fait semblant d'être choqué. C'est correct, rajoute-en pas, là. Au fond, je t'aime bien. Ça fait des années que je te protège, ta famille pis toi. Et te rappelles-tu de la fois où ton fils a failli se faire encorner par un taureau? Cette journée-là, j'étais là, invisible. J'ai sauté sur la bête et avec mes pouvoirs magiques de lutin, je l'ai calmé. Puis grâce à moi, ton fils, il est toujours en vie. Et ce soir, pour te montrer que je pense toujours à toi, je t'ai apporté un cadeau de Noël. Jean Mathurin s'approche et voit le lutin sortir de sous sa manche un sac. Et dans le sac, il sort un plat rempli de saucisses noires. Du boudin. Oh ben! Et quoi, Mathurin, t'es pas contente? Du bon boudin bien gras, un plat digne d'un roi, pis tu me dis pas merci. Prince Rikiki, du boudin, c'est pas vraiment un cadeau de Noël. Tu pensais peut-être que j'allais t'offrir un sac plein de pièces d'or? La richesse ne fait pas de mal, répondit Jean Mathurin quand on sait s'en servir. Prends en exemple le seigneur de Saint-Charles, qui me donne envie d'être à sa place quand je le vois passer avec ses deux beaux chevaux noirs. Sais-tu que j'ai le goût de te prendre au mot, Jean Mathurin, et de t'y mettre à la place du seigneur de Saint-Charles? Il hésita un moment, puis, rejetant brusquement son manteau, il continua son discours. Je veux encore faire mieux que ça pour te prouver que les lutins aiment à rendre service. À plus forte raison la veille de Noël. Tu peux formuler 3 souhaits, et tu les auras. Le premier est déjà tout trouvé. Puisque tu veux être à la place du seigneur de Saint-Charles, poursuivit-il en lançant un petit rire aigu. Ça ne fait pas de mal de le souhaiter, dit Jean Mathurin. Bon, c'est accordé. Et le deuxième souhait? Eh bien, si ça te fait pas de différence, je voudrais l'élixir de longue vie dont on parle dans les livres.
qui fait vivre aussi longtemps que Mathusalem. Oh là, s'écria le lutin. Pourquoi me demandes-tu pas de t'apporter la lune tant que tu y es? Mais j'ai promis et je tiendrai parole. Va pour le l'élixir. Et le troisième, c'est simple. Je voudrais être heureux. Mais là, tu sais, heureux pour de vrai. C'est simple. Comme qui dirait sans penser à rien, sans souci. Comme Finot quand il a mangé tout son plein et qu'il dort près du feu. Pas mal imaginé, riposta le lutin. Qui aurait jamais cru que tu voulais tout ça dans ta grosse caboche? Mais voilà pris, moi qui t'ai promis mes Raymonde. Mes foi de lutin, je n'en demanderai point. Alors d'abord chez le seigneur de Saint-Charles, Jean Mathurin sortit avec le lutin. Le temps se mettait rapidement à la gelée et dans le ciel, piqué d'étoiles, les derniers nuages noirs s'enfuyaient, chassés par un vent de tempête. Oh, c'est un beau temps pour voyager, a dit Rikiki, et d'autant que le vent nous porte du côté de Saint-Charles. Mais rassure-toi, je ne te ferai pas voyager sur les ailes du vent. Tu pourrais trouver ça dur et avoir la nausée. Embarque donc sur ton cheval fin l'air et moi je m'installerai en arrière. Ils se sont installés sur le cheval. Et pour une fois, Finlair a fait honneur à son nom. Psst, il est parti comme une fusée. Tacata, 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 tacata. On entendait les sabots qui résonnaient sur la terre gelée. Au bout d'une demi-heure, il s'était rendu au palais. Jean Mathurin a attaché son cheval et fit mine de rentrer par la porte principale. Hey, non, attention! On ne rentre pas comme ça chez les gens. D'autant plus que nous voulons voir si la situation du sieur de Saint-Charles te convient encore. Et pour cela, on va se rendre invisible. Alors, le petit Rikiki a touché l'épaule de Jean Mathurin que il se défie dans un nuage de fumée. Rikiki a claqué des doigts. Il a disparu aussi. Et tous les deux se sont retrouvés comme par enchantement dans la chambre où sommeillait le seigneur de Saint-Charles. Il était dans un fauteuil et une de ses jambes sur une chaise. Le pied était enveloppé de bandages et ça faisait une sorte de masse informe. Jean Mathurin regardait partout avec des yeux énormes, se demandait qu'est-ce qui peut arriver encore. Il y avait un domestique qui s'apprêtait à préparer le souper pour sa seigneurie. Du bas du premier étage montaient les échos des musiques, de voix, des toasts avec les verres, les cliquements des coupes. Parce que selon la tradition, la famille s'apprêtait à fêter la veille de Noël en bonne compagnie. Soudain, le seigneur de Saint-Charles s'éveilla avec un énorme juron et une très mauvaise humeur. « Oh, sacre bleu! Et enfer et damnation! Est-ce qu'on va me faire mourir de faim ici ?» Les domestiques et seigneurie, prenez un peu de patience, ça ne devrait pas être très long. Presque aussitôt, un domestique est entré avec, sur un plateau d'argent, des petits bols couverts. « Qu'est-ce que m'apportes-tu? » Votre seigneurie, puisque c'est la veille de Noël, le médecin vous permet, en plus du biscuit et du verre de lait, un bol de gruau. Il n'a pas fini sa phrase que le seigneur était déjà debout, malgré son attaque de goutte, et a fait voler plateau et petits bols avec sa canne. Et pendant que les domestiques étaient penchés pour ramasser les dégâts, lui les frappait à qui mieux en criant « Corne du diable, corps bleu, du griot !» Mais votre seigneurie, c'est du salmi de canard qu'il me faut, et du bourgogne! Du griot pour la veille de Noël! Il continuait de frapper, et les domestiques se protégeaient avec le plateau d'argent,
et ça amenait tellement de bruit que les gens à la fête en bas sont montés, avec à leur tête la seigneuresse et ses 2 filles, qui ont eu toutes les misères du monde à le calmer et à le coucher. Il y avait la figure cramoisie, il y avait de l'écume à la bouche tellement la crise avait été d'une violence effroyable. Kiki se tourne vers Jean de Mathurin. Alors, tu la prends sa place ou tu la prends pas? Ouais. Je pense que je vais laisser faire. Je te tiens quitte pour cette fois. Ha ha! Et d'un! Aussitôt, les 2 sont disparus de la chambre pour réapparaître, visibles, à côté du cheval, sur lequel ils sont montés pour suivre la route, tranquillement, le temps que Jean Mathurin jongle à ce qui venait de se passer. Ouais. En tout cas, quand il jure le Seigneur, il jure pas à peu près. Hein? J'ai jamais entendu un discours de même. Hé! Un homme de sa condition peut pas se contenter comme toi d'un petit batèche. Il y a des mots à sa hauteur, le Seigneur de Saint-Charles. Et dire que j'ai voulu me mettre à sa place. Oh, j'aime autant mieux m'occuper de l'élixir. Mais Fanlaire reprit son train d'enfer et Rikiki les conduisa sur un petit chemin sinueux qui avait l'air de les mener nulle part. Mais tout à coup, ils aperçurent une petite lumière très pâle dans une maison basse. Rikiki arrêta le cheval devant la porte de la maison et Jean Mathurin s'écria « Mais c'est la maison du père Corriveau et mon élixir! »« Ah, tu l'auras, mais tu vivras si longtemps que le ménage de Corriveau aura l'air d'une petite jeunesse à côté de toi. Viens, approche de la fenêtre et viens voir ces 2 petits vieux-là, comme c'est bon. » Jean Mathurin mit son nez dans la fenêtre et il vit, au pied de la cheminée, le vieux et sa femme, tout maigri, tout rabougri, tout courbé, que les os semblaient vouloir se coller et tomber par terre. Oh, leur peau était tellement jaunie qu'ils avaient l'air d'un vieux parchemin, et ils avaient des petites touffes de cheveux blancs sur leur crâne, et leurs yeux étaient d'une fixité effrayante. Oh, la femme était assise, et l'homme, debout, parlait à voix haute. Rikiki et son compagnon tendirent l'oreille. « Oh, ma femme, encore un Noël où le bon Dieu nous a oubliés. Mais quand donc il va venir nous chercher? Depuis le temps qu'on l'attend. Oh, tous nos enfants sont partis, puis il n'y a plus personne pour s'occuper de nous autres. Même la COVID-19 n'a pas voulu de nous autres. » Rikiki sentit se faire tirer par le pan de son manteau. « Allons-nous-en !» Ils quittèrent la maison. Rikiki ne put cacher son enthousiasme. Ah, c'est-tu pas beau, hein, ces 2 vieux-là? Mais toi, là, Jean Mathurin, tu seras tout débritaillé comme ça, hein, toi qui fauches encore tes 2 arpentères entre les 2 soleils. Eh bien, l'élixir fera tellement effet sur toi que tu dépasseras haut la main les 100 ans bien sonnés de Père Corriveau. Ça suffit pour l'élixir. Oh, on oublie ce 2e souhait. J'aime autant mieux aller rejoindre au cimetière les miens quand mon heure sera venue. Et je te préviens, si le 3e souhait n'est pas plus drôle que celui-ci, eh bien j'aime autant m'en retourner chez nous. Si. Ton 3e vœu est très bien fait. D'ailleurs, j'y tiens. Puis, le lutin, il monte sur le cheval et il va partir.
Hé, attends! Tu veux quand même pas me laisser tout seul en pleine nuit comme ça? Mon ami, je pense qu'une belle marche te fera du bien. On se verra tantôt. Ok? Ciao! Le lutin s'en va. Jean Mathurin, il est bien fâché. C'est pas de bon sang. Lui, il me fait rater 2 vœux sur 3. En plus, il me fait marcher. Il me faut au minimum 1 heure pour arriver chez moi. Ben, pas de choix. Il continue son chemin. Quand il va arriver bientôt chez lui. Oh! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai mal au temps? J'attrape un rhume. Il n'a pas trop de temps à réfléchir. Parce qu'il doit amener Julie et 3 enfants pour aller à la messe. Il est juste fâché contre le lutin qui lui fait marcher pendant tout ce temps-là. Ah! Hé! C'est vraiment mal! Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est vrai que l'autre jour, quand Julie, elle s'est lamentée contre les sœurs, et le soir, ça lui fait très mal au temps. Mais moi, j'ai toujours des bons temps, moi. Ah! J'ai compris. C'est probablement encore, c'est le lutin. Il redoubla de rage. Oh, le Galapien! Attends que je t'attrape! Il se met à courir jusqu'à la maison. Et lorsqu'il entre, sa femme, qui était en train de préparer les enfants, dit « Mais qu'est-ce que t'as, mon vieux? Qu'est-ce que je... » Et là, il aperçoit en haut de l'escabeau Rikiki, l'infâme Rikiki, qui riait aux éclats sans taper les cuisses. Oh, attends que je t'attrape, je m'en vais te tordre le cou. Et il s'élance vers Rikiki, qui l'esquive. Et le lutin lui dit « Oh, tu serais bien sans ton mal. » C'en était trop pour Jean Mathurin qui le regarde et dit « Mais t'en as pas assez de nous énerver, nous autres, le pauvre monde. » Le lutin ne comprenait rien. « Mais t'as oublié ton 3e souhait. Tu voulais être heureux. Eh bien voilà. » À ce moment, la douleur immense de Jean Mathurin disparaît. Il reste seul, en plein milieu de la pièce, la bouche ouverte et les yeux remplis d'un bonheur indescriptible. Le lutin lui dit « Eh bien, voilà. Il fallait que tu passes par cette épreuve pour apprécier ton bonheur. C'est pour cette raison que je t'ai donné le cadeau de cette douleur, de ce mal de dents, de cheval. Et maintenant que tu es comme avant, tu vas pouvoir apprécier mon réveillon. » Le boudin! Jean Mathurin se rappelle du boudin. Il en avait maintenant l'eau à la bouche. Mais il fallait partir. Allez, les enfants, il faut partir. Et le lutin lui dit « Eh bien, à l'année prochaine. »« Oh, comme tu veux. Mais cette fois-là, je ne ferai pas de souhait. Je te le promets. Comme tu veux. » Et il disparaît. Il enfile la cheminée et s'envole avec un peu de fumée, en disant « Profite de ton bonheur !» Le Noël de Jean Mathurin et sa famille, bien que modeste, a été la plus heureuse des fêtes qu'ils ont vécues jusqu'à ce jour.